toutes et à tous. Je suis Didier Pachou, président du GEMPI, une association de prévention contre les dérives sectaires, qu'une nouvelle loi a été promulguée cette année, donc en 2024, et qui sanctionne la mise en état de suggestion et aussi qui pourrait inciter aussi d'autres personnes, détourner des malades de soins vitaux. Tous ces faits peuvent être maintenant poursuivis grâce à cette nouvelle loi. Et c'est de cette loi dont nous allons parler. Et si j'en crois les nombreuses demandes que nous recevons chaque année, pas mal de gens pourraient être concernés par ces nouvelles dispositions. Pour cela, on a invité différentes personnes qui ont des profils utiles pour creuser la question, tant du côté juridique que du côté médical, et puis du terrain. On pourrait commencer par se présenter. Oui, donc Nicole Sergent, moi je suis médecin, j'étais médecin psychiatre, je suis à la retraite maintenant, mais je suis conseillère ordinale du Vaucluse, de l'Ordre des médecins et aussi de la région PACA. Et je suis responsable du problème des dérives sectaires en santé, puisque le Conseil national demande à ce qu'il y ait un responsable par département. Et justement, le problème a été évoqué au Congrès national de l'Ordre qui s'est tenu il y a 2, 3 semaines et où justement ce problème a été mis en avant parce que l'Ordre se préoccupe de ces notions-là du fait de la paupérisation médicale. Voilà. Vincent. Et donc bonjour à tous, Vincent Scuderini, je suis avocat au barreau de Paris et voilà, donc je vais essayer de donner l'avis un peu juridique sur cette loi du 10 mai 2024 qui répond à ce qui vient d'être dit, surtout aux questions de paupérisation du métier des professions médicales, et il y a beaucoup d'éléments là-dessus qui sont particulièrement intéressants. Emmanuel. Oui, bonjour à tous. Emmanuel, donc je suis juriste et je tiens la permanence juridique du GEMPI. Donc c'est une adresse mail sur laquelle on reçoit un certain nombre de demandes de victimes, des parents et de responsables associatifs notamment, sur les questions qu'ils ont d'un point de vue juridique sur des cas qu'on peut qualifier de sectaires. À savoir que ces coordonnées de cette permanence juridique sont indiquées sur la page, sur le site du GEMPI, dans la page Contact. Voilà, donc c'est facile à trouver. En partage d'écran, enfin, un petit morceau de cette loi, parce qu'évidemment, on ne va pas tout traiter, c'est un gros morceau. On essaie de faire en sorte que ce soit efficace pour le plus grand nombre. Pour faire une introduction générale, peut-être à cette loi de mai 2024, la première loi qui a été publiée sur les dérives sectaires, elle date de 2001. C'est la loi qu'on appelle Abou Picard et elle fait suite à plusieurs grandes affaires de dérives sectaires assez médiatiques. Donc on avait par exemple, c'était l'ordre du Temple solaire avec un certain nombre de suicides collectifs. On avait aussi des événements internationaux, donc par exemple au Japon avec des attentats au gaz sarin dans le métro par la secte Home, je crois. Donc tous ces événements qui ont conduit en fait le législateur français à créer une loi spécifique pour essayer de créer des infractions contre les dérives sectaires et donc d'indiquer un peu le phénomène. Depuis 2001, il n'y a pas vraiment eu d'avancée législative sur cette loi de renouveau, mais c'est notamment, alors c'est ce qu'on rappelle souvent, mais depuis le Covid, 19, qu'on a eu une deuxième prise de conscience, on va dire, des pouvoirs publics sur le phénomène des dérives sectaires, et notamment suite à la publication d'un rapport de la Miviludes qui a attiré l'attention enfin, du législateur, puisque les demandes ont, si je crois, à peu près enfin, augmenté de 80% par rapport à l'année précédente. Et cette nouvelle loi, justement, elle visait à essayer de trouver des solutions pour endiguer le phénomène qui s'est en fin de compte transformé, notamment à cause des technologies numériques. Donc en fait, le phénomène est passé de groupes qu'on disait un peu plus organisés, institutionnalisés, avec un chef à la tête et ensuite un certain nombre d'adeptes, de sergents, enfin bon, etc. Et là, on a un phénomène un peu plus diffus, du moins c'est ce qu'on a remarqué, qui passe notamment par les réseaux sociaux ou Internet de manière générale. Et donc cette loi est visée aussi à essayer d'endiguer ce nouveau phénomène qui, lui, est plus proche, on va dire, des sphères un peu plus New Age, développement personnel, santé, bien-être, etc. Et ce secteur, justement, est de plus en plus poreux au phénomène des dérives sectaires. Donc c'était aussi le but de cette loi. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un gros travail, hein, les assises, etc., sur les dérives sectaires en mars Mm.
2024. Donc, il y a eu beaucoup de travail fait pour aboutir à cette loi. L'article 223-15-3, qui a été promulgué en 2024, récemment, il réprime le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de suggestion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pression grave ou réitérée ou de techniques propres à altérer son jugement dès lors que cet état a pour effet d'entraîner des conséquences particulièrement préjudiciables pour elle. Altération grave de sa santé physique ou psychique, acte ou abstention gravement préjudiciable. La notion de suggestion déjà employée au sein de l'article 223-15-2 du Code pénal réprimant l'abus de faiblesse s'entend d'une complète dépendance ou d'un assujettissement à un tiers. Alors, qui peut me décrypter ce jargon? Vincent, par exemple, puisque vous n'êtes pas Bon, intervenu. ce qu'il faut dire déjà, c'est que c'est une nouvelle incrimination, hein. Donc, c'est un nouveau texte législatif qui s'ajoute au précédent de la loi de 2001 et qui, d'ailleurs, précisons-le, hein, dans la loi du 10 mai 2024, modifie également l'ancien texte. C'est-à-dire que le champ d'incrimination sur les dérives sectaires s'est très largement étendu, notamment par, et principalement, disons-le, par la modification de l'article 223-15-2 du Code pénal et cet ajout de l'article 223-15-3. Il y a un concept dedans qui est nouveau et qui est très intéressant, qui est l'acte matériel, si vous voulez, de l'infraction, qui est le fait de placer ou de maintenir dans l'état de suggestion. Alors, on a gardé la conception de l'état de suggestion, il n'est pas beaucoup plus élaboré ou détaillé que ça ne l'était avant, parce que probablement il a été considéré que devant les juridictions, c'était une conception juridique qui était suffisante. Mais voilà, il y a cette nouveauté qui est le fait de placer, de maintenir. Donc il n'y a plus simplement la question de l'abus, qui était l'acte qui était incriminé avant. Maintenant, on parle de placer et de maintenir. Donc il y a différents rôles, si vous voulez, que l'auteur de l'infraction peut avoir dans cet état de suggestion. Ça peut aller de la personne qui, traditionnellement, peut être le gourou de la secte, qui va placer des individus. Ça peut même être des personnes qui sont sous son contrôle, qui vont également faire cet acte actif de placement. Mais ça peut être aussi même des personnes qui, de façon, avec un rôle un peu moins actif, peuvent conserver, maintenir l'état de suggestion, en tout cas, voilà, essayer de le faire durer dans le temps. Donc vraiment, il faut le dire quand même, sur ces modifications législatives, le champ qui permet l'incrimination de cette infraction et donc de poursuivre des personnes devant les tribunaux, c'est considérablement étendu. Oui, juste pour ajouter sur le résultat de l'infraction qui est aussi assez intéressant, qui a été modifié en 2024 donc. Maintenant, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a le fait donc de placer et de maintenir une personne en état de suggestion psychologique, et que le résultat, il peut être de deux types. Ça peut être d'une part des conséquences donc physiques ou morales, psychologiques pour la personne. Donc là, on considérera que l'infraction est matérialisée. Donc ça peut être, je sais pas, par exemple une dépression, des problèmes mentaux qui font suite à ce placement en état de suggestion. Mais ça peut être aussi, et là c'est ce qu'il y avait dans l'ancien texte, des actes ou abstentions gravement préjudiciables. Alors là, c'est aussi assez large, puisque ça couvre tant les actes juridiques, donc ça va être par exemple une donation à un gourou ou quelqu'un de la secte, mais ça peut être aussi des actes qui n'ont pas de nature juridique, donc c'est une vente, une donation, etc. Donc c'est là aussi assez large. Et là, on se référera encore une fois, comme disait Vincent, au texte précédent, parce qu'en fait, là, la rédaction est la même. Ce que Non, je non, note, c'est dès lors que cet état a pour effet d'entraîner des conséquences préjudiciables, altération grave de sa santé physique ou psychique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait donc des conséquences sur la santé physique ou psychique. Et la difficulté, c'est d'évaluer ces conséquences, surtout quand la personne n'est pas demandeuse. Quand la personne veut sortir de ça et qu'elle s'en plaint, ça va être plus facile à évaluer. Mais quand la personne ne veut pas ou n'est pas consciente de ça, là, ça pose des problèmes. On a fait d'ailleurs pour les médecins. Alors, c'était surtout pour le problème d'emprise lors des violences faites aux femmes, mais on peut le retranscrire dans d'autres situations. On a fait une grille d'évaluation de qu'est-ce que ça peut être que l'emprise psychologique et pour évaluer un petit peu une situation. Et je pense que ce sont des experts aussi qui vont pouvoir évaluer ça. Mais ça va être fait dans le cadre de la plainte d'une famille, évidemment.
Quelles sont pour vous les conséquences ou les pathologies, j'ai envie de dire, des classiques des sujétions psychologiques, enfin des conséquences directes d'ordre psychologique? Déjà, oui, il peut y avoir des états dépressifs, mais surtout une altération du jugement libre, c'est-à-dire que tout va être tourné vers la personne en question qui est le responsable de la suggestion. Alors, comment évaluer ça? Aucune critique, évidemment, de la part de la personne, mais aussi des problèmes de crise d'angoisse, mais aussi des problèmes de troubles du sommeil, qui sont pas forcément attribués par la personne à la situation, mais qu'on peut évaluer Mhm. comme des difficultés. Ça peut être aussi des phénomènes délirants. Moi, je me souviens d'un patient dont le gourou parlait donc d'extraterrestres, de départ avec une soucoupe volante vers l'au-delà, etc., ou vers la galaxie de je sais plus quoi, qui sont quand même des choses qu'on peut évaluer comme délirantes. Et comme ce sont souvent des personnes déjà en situation de faiblesse, voire qui ont une tendance peut-être déjà à délirer, c'est sûr que les personnes psychotiques sont plus fragiles, vont être plus facilement embarquées dans ces histoires-là. Moi, Pour j'aurais une rebondir dessus, question. effectivement, on va toujours être dans cette difficulté qui est, d'une part, il y a un texte et d'autre part, in fine, il y a un jugement qui devra être prononcé. Donc, c'est effectivement la limite pratique de ce texte, c'est la constatation de cet état de santé. Alors, je pense plutôt sur l'aspect santé mentale, parce que l'aspect physique, il y a des situations où je pense que le juge, au vu des éléments d'enquête qui lui sont fournis, aura suffisamment d'éléments pour rendre une décision, notamment s'il y a une perte de poids qui est significative, s'il y a un arrêt d'un traitement de chimiothérapie ou autre. Ça, c'est des éléments peut-être que le juge pourra constater lui-même. Mais ce qui relève effectivement des pensées intimes d'un individu, si cette personne ne souhaite pas participer ou oui, tout simplement voir un médecin pour parler de ses difficultés mentales qu'il subit, on aura effectivement un obstacle. Il faut le reconnaître quand même sur l'aspect pratique. Finalement, le texte a quand même été très élargi pour permettre d'inclure le plus de situations possibles. La réalité juridique, c'est que cet article 223-15-2, le précédent de 2001, il n'était pas suffisant, mais la jurisprudence l'a vraiment étoffé, de sorte qu'au début, la conception, elle portait plus sur un acte préjudiciable, un acte juridique, hein. Donc c'était vraiment la première pensée du législateur, c'était le testament, tout simplement. Et finalement, la jurisprudence a vu qu'il y avait des lacunes, on ne pouvait pas réduire les dérives sectaires à ce simple acte matériel. Et donc, il y a l'aspect médical, psychologique, d'embrigadement qui est désormais bien plus pris en compte. Et si la jurisprudence, autrefois, avait étendu le champ du texte, c'est quand même bien aujourd'hui d'avoir, quand même près de 20 ans plus tard, un texte beaucoup plus complet qui est accessible par tous, c'est-à-dire d'ailleurs des magistrats qui sont pas formés aux questions des dérives sectaires. Donc c'est bien d'avoir un texte avec toutes les informations sous les yeux et qu'ils aient pas à faire des recherches pour savoir ce que la Cour de cassation a dit en 2002. Et évidemment, pour l'accès au droit, pour l'accès aux victimes, d'essayer de comprendre que la loi aujourd'hui, elle les protège, de pouvoir comprendre le texte tel qu'il est écrit. Donc c'est évidemment une avancée dans ce domaine-là. Après, évidemment, je pense qu'Emmanuel ou Didier auront des critiques à faire sur ce texte, peut-être qu'il n'est pas allé assez loin, peut-être que des recommandations qui avaient été faites aux législateurs n'ont pas été prises en compte, mais voilà, il y a une avancée peut-être timide, mais il y a une avancée qui est faite. Est-ce qu'un tiers peut se porter partie civile ou peut porter plainte parce que l'adepte, très souvent, ne poursuivra pas son bourreau? Le tiers ne peut pas être partie civile, sauf s'il a un intérêt à agir, à savoir qu'il est victime de l'infraction, même de façon indirecte. Donc, il faut que l'infraction elle ait des conséquences sur sa personne. Donc, ça va être très difficile pour se porter partie civile. Porter partie civile, je fais la précision quand même pour les gens qui nous écoutent, c'est au stade du jugement notamment, pour notamment solliciter des dommages-intérêts, accéder au dossier, être entendu dans la phase du procès. Mais je tempère ma réponse en disant que quiconque peut dénoncer des faits d'infraction auprès du procureur de la République ou auprès des services de police. Donc là, la question de la partie civile, on est à la toute fin, on est au stade du jugement, mais effectivement, le proche qui découvre la situation qui va toucher son conjoint, sa conjointe, ses enfants, quiconque est proche de lui, peut toujours en discuter avec la police. Et si la police ne réagit pas, ce qui est possible parce qu'il y a des services qui ne sont pas spécialisés dans les questions de dérives sectaires, il a toujours la possibilité de saisir immédiatement le procureur de la République. C'est ce qu'on appelle la procédure de l'article 40 du Code de procédure pénale.
Donc ça peut être une lettre simple avec écrit dénonciation article 40, ça peut suffire. Et donc, c'est le procureur qui peut entamer des poursuites. La difficulté et le tempérament, c'est que c'est le procureur de la République qui décide, au vu des informations qui sont portées à sa connaissance, s'il va entamer des poursuites, ou même avant d'entamer des poursuites, diligenter des actes d'investigation qu'il commandera aux agents de police judiciaire ainsi qu'aux officiers. Mais globalement, on s'en remet à l'appréciation du procureur de la République. C'est-à-dire, là, je donne un conseil, c'est que si vous réalisez une dénonciation par article 40, vous portez à la connaissance du procureur des faits de dérives sectaires qui tombent sous le coup notamment de cette nouvelle loi, il faut être extrêmement précis dans les éléments que vous apportez parce qu'il faut saisir l'attention du procureur de la République pour lui donner suffisamment d'éléments, non pas pour qu'il résoudre l'affaire, non pas pour qu'il renvoie immédiatement au tribunal correctionnel, mais au moins pour qu'il se dise qu'il y a un risque pour la santé de quelqu'un, qu'il y a une infraction qui est en train d'être commise et qu'il doit, son intervention, si vous voulez, elle est nécessaire à court terme et qu'il doit diligenter des investigations. Ça, c'est la priorité. La personne qui est victime elle-même, elle a toujours la possibilité de passer outre la décision du procureur de la République, c'est-à-dire lorsque le procureur de la République refuse de poursuivre, refuse d'enquêter, ou même tout simplement, ce qui est le cas le plus fréquent, ne répond pas du tout au courrier, c'est-à-dire le tri ou le remise par devers lui. La possibilité pour la victime se porte partie civile, elle peut déposer plainte avec constitution de partie civile, c'est-à-dire dans les 3 mois d'absence de réponse du procureur de la République, elle peut saisir le doyen des juges d'instruction près du tribunal compétent pour forcer, si vous voulez, la saisine d'un juge d'instruction. Et le juge d'instruction, lui, derrière, il doit instruire, donc c'est-à-dire qu'il est obligé de faire des actes d'enquête qui sont d'ailleurs beaucoup plus poussés. Hein. Sa panoplie d'actes d'investigation est bien plus large que celle du procureur de la République. Et peut-être pour rebondir là-dessus aussi, il y a, il y a la dernière loi d'orientation du ministère de l'Intérieur qui a introduit alors, sur les investigations des techniques, alors qui a renforcé, on va dire, l'arsenal des techniques d'investigation pour les dérives sectaires, quand les dérives sectaires, enfin quand la suspicion du moins de dérives sectaires est commise en bande organisée. Donc par exemple, dans ces cas-là, il sera possible de, par exemple, déroger à certaines règles des perquisitions. Il sera possible de, alors c'est assez large, hein, mais d'avoir recours aux infiltrations, etc. Donc quand on est en fin de compte en face d'un phénomène sectaire, donc qui implique un certain nombre de personnes, en théorie, les moyens d'investigation sont beaucoup plus poussés. Ces nouveautés, elles résultent pas exclusivement là, pour faire de la technique juridique de cette loi du 10 mai 2024, mais elles ont été vraiment finalisées par cette loi. Mais voilà, c'est dans la continuité des dernières lois qui visent à étendre le champ de la question de la criminalité organisée. Mais je suis très heureux que Emmanuel le soulève parce que c'est pour moi un des aspects qui n'est pas mis en avant réellement sur cette loi et qui est déterminant sur les phases d'enquête parce que ça va permettre vraiment des moyens d'investigation bien plus renforcés au service de police pour voilà, Emmanuel l'a dit, infiltrer un réseau sectaire, c'est aussi des écoutes téléphoniques, des perquisitions, c'est énormément de moyens dérogatoires, donc qu'ils n'auraient pas pu faire autrement pour lutter contre les dérives sectaires. Et les dérives sectaires, dans certaines situations, et maintenant, c'est malheureusement la tendance qui est actuellement, c'est qu'elles ont tendance à, voilà, à s'organiser de plus en plus. Il y a des réseaux, une structure, même diffuse, mais il y a en tout cas cette conception de criminalité organisée. Et donc, ça permet, il faut des moyens d'investigation beaucoup plus renforcés pour rentrer à l'intérieur de ce noyau qui est la secte et qui essaye forcément de ne pas laisser, voilà, de ne pas s'ouvrir au regard extérieur. Donc, il faut des moyens d'enquête spécifiques. Je suppose que les expertises médicales ou psychiatriques font partie de ces moyens d'investigation pour les individus. Qui sont pas des moyens dérogatoires, mais qui sont des moyens extrêmement importants, effectivement, parce que l'on parle de conséquences sur l'état de santé, qu'il soit physique ou mental, et comme vous l'avez dit, docteur, tout à l'heure, il faut le démontrer à un moment donné. Et ces expertises, elles peuvent être totalement ordonnées par un procureur de la République, elles peuvent être ordonnées par le juge d'instruction, elles peuvent éventuellement être faites dans le cadre privé, mais vraisemblablement, lorsque l'on parle le placement dans un état de sujétion, c'est quand même une conception particulière. L'expertise, elle va être centrale aussi dans certains dossiers, ça c'est évident. La notion d'abus de faiblesse, elle est assez large en fait, parce que ça concerne les mineurs, bien sûr, ou les personnes qui sont sous tutelle, ou curatelle, mais aussi, par exemple, les femmes enceintes.
mais aussi les personnes malades. Par exemple, quelqu'un qui est atteint d'une maladie grave, que ce soit problème de cancer ou des choses comme ça, peuvent être considérés comme des personnes en état de faiblesse et donc plus nécessaire de les protéger. Et donc, je pense que dans ces cas-là, peut-être plus facile à prouver que ces gens-là sont en danger. Théoriquement, tout le monde était inclus dans l'ancien texte avant la loi de 2024, mais désormais, il y a une volonté du législateur de distinguer les deux situations. Maintenant, Mm. vous avez deux textes qui sont distincts. Alors, l'un peut regrouper l'autre, mais maintenant, vous avez quand même l'article 223-15-3 qui vraiment concerne exclusivement la question sectaire, hein. Mais je ne veux pas trop empiéter sur la suite parce que je devine que ce sera la suite de la circulaire qu'on va aborder. Mais autrefois, dans l'ordre pénal français, vous aviez déjà les circonstances aggravantes générales qui sont liées à l'état de vulnérabilité de la personne. Et ça prenait déjà en compte l'état de vulnérabilité physique. Ça peut, comme vous l'avez dit, être une personne, une femme enceinte. Ça peut être une personne qui souffre de déficience physique. Et ça peut être aussi des déficiences mentales ou en réalité, sous le coup de l'ancienne loi, ça marchait également de considérer que la suggestion était une altération qui permettait de retenir des circonstances aggravantes. Mais je le dis quand même, cette loi du 10 mai 2024 a créé explicitement ce terme de suggestion psychologique qui maintenant s'adjoint à la déficience psychologique ou physique. Maintenant, vous avez vraiment, au-delà de la question de la vulnérabilité générale, vous avez la question de la suggestion qui est en elle-même une circonstance. Et il y a aussi l'allongement de la prescription pour les mineurs. Alors déjà, quelle est la prescription pour les majeurs? Il faut vérifier parce que ça change tout le temps. Je peux pas vous le dire. Je vais prendre l'article 3 du Code de procédure pénale et je vais vous dire. Mais globalement, ce qui a été fait pour les mineurs, c'est très classique et c'est en continuité avec le mouvement actuel de politique pénale en France, qui est d'allonger les délais de prescription. Donc, il y a eu plusieurs phases, hein, quand même. Faut se rendre compte que à peu près tous les 3 ans, les délais de prescription, ils s'étendent. Mais là, ce qui est intéressant pour les mineurs, c'est pour la continuité de la question des délais de prescription, c'est au moins que ça commence à partir de la majorité. C'est ce qui est le moment à partir duquel, en principe, il peut exercer son action en justice de lui-même. Donc c'était évidemment le minimum de reporter à partir de la majorité. Et derrière, l'allongement des délais de prescription, il est nécessaire en fait dans cette situation. On en parlait l'autre fois avec Emmanuel. La difficulté aussi en France, même de façon plus générale sur la question des dérives sectaires, c'est que la personne, elle met du temps avant de se rendre compte qu'elle a été victime de dérives sectaires. Il y a cette phase où elle doit s'éloigner du groupe, ensuite la phase de retour sur le parcours de vie qu'elle a eu, de réalisation. Et ce travail sur soi, il prend du temps et c'est pour cela que les délais de prescription, et en fait, il doit être plus long que j'ai été victime d'une violence. Je sais que j'ai été victime et j'hésite à déposer plainte et j'ai du temps pour le faire. Là, on est bien loin de tout ça. On est dans une situation où la personne, elle doit faire un parcours avant d'aller en justice parce que c'est très difficile pour elle. Par moments, dans les dérives sectaires, d'ailleurs, ça peut impliquer des proches, ça peut impliquer des amis, ça peut impliquer des personnes qui sont collatérales, c'est-à-dire sans nécessairement être des amis. La personne n'a pas forcément envie de l'impliquer dans une procédure judiciaire. Donc, le délai de réflexion, il est beaucoup plus long pour les personnes qui sont victimes de ces infractions-là. Donc, on devrait, on est dans cette idée qui est d'allonger de plus en plus les délais de prescription. Pour revenir là-dessus, un crime se prescrit par 20 ans, un délit par 6 ans. Et là, ce qui s'est passé avec cette nouvelle loi de 2024, c'est qu'on va dire que le délai de prescription, alors d'une part, pour les mineurs, il est plus long, C'est mais qui supérieur, tout à fait. court à compter de la majorité du mineur, en fait. Donc ça rallonge considérablement le délai de prescription. Pour cette infraction particulière, en tout cas, qui est le nouvel article 223-15-3. Voilà. Et puis après, même de façon générale, les délais de 6, en fait, c'est pour ça qu'on ne rentre pas forcément dans le détail, mais les délais de 6 ou 20 ans, ils sont extrêmement variables. Dès lors qu'il y a des circonstances aggravantes, ça peut passer à 10 ans. C'est très malléable. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le minimum, c'est 6 ans en matière délictuelle et 20 ans en matière criminelle. Et ça, c'est la base. Après, il y a des extensions de prescription qui peuvent être faites, et notamment un report du point de départ de prescription, donc à la majorité de la personne. Je ne pense pas que ce soit excessif parce que on reçoit parfois des femmes qui ont été abusées sexuellement il y a 30 ans et qui se réveillent, enfin, et qui acceptent de parler que voilà, de 10, Hmm. 20, 30 ans Après, après. il faut effectivement différencier il faut différencier des prescriptions et les moyens d'obtenir de la preuve. C'est toujours le même débat, mais c'est pas que pour les dérives sectaires. En fin de compte, c'est une infraction qui s'est commise il y a plus de 5, 10, 15, 20 ans. Elle est extrêmement difficile à caractériser. Surtout pour les violences sexuelles qui sont elles-mêmes difficiles à caractériser, même si elles se Alors, passent la veille, dans certains cas. Donc, tout à même fait. si on a un délai de prescription allongé, en fin de compte, s'il n'y a pas d'éléments de preuve, ça ne permettra malheureusement pas de poursuivre.
en tout cas. C'est pour ça que ça nuit à personne, en fait, l'allongement des délais de prescription. Dans les hypothèses où, effectivement, la personne, 20 ans après, elle décide de déposer plainte et que la loi lui permet, c'est une bonne chose, au moins de le recevoir, de l'entendre et de vérifier les éléments qui peuvent encore être réunis. Si après, effectivement, et ça, la personne doit en être consciente, il y a une déperdition des preuves avec le temps qui est extrêmement forte, mais au moins, on ne devrait pas lui interdire, lui bloquer l'entrée en lui disant non, non, quoi qu'il arrive. C'était il y a plus de 6 ans, on ne veut pas en entendre parler. Au moins le recevoir, écouter, regarder les éléments qu'on peut encore récupérer, parce il y a des situations où même après 6 ans, même après 10 ans, il peut y avoir des enregistrements vidéo, il peut y avoir des enregistrements sonores, des photographies, des écrits. Tous ces éléments, ils peuvent être récupérés. C'est des éléments probatoires très forts et qui survivent très bien au temps. Et d'autant plus que ce qui arrive aussi parfois, c'est que quand une victime commence à parler 20 ans après, d'autres victimes vont se manifester. Et donc là, on a un recoupement de témoignages, etc. Et là, ça peut conduire vraiment à une preuve beaucoup plus solide, en fin de compte. Alors, on va attaquer la partie plus médicale, je dirais, de cette nouvelle loi. Donc, c'est l'article 223.1.2 du Code pénal qui réprime la provocation au moyen de pression ou de manœuvre réitérée de toute personne atteinte d'une pathologie à abandonner ou s'abstenir de suivre un traitement médical, thérapeutique ou prophylactique lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé, alors qu'il est, en l'état des connaissances médicales, manifestement susceptible d'entraîner pour elle des conséquences particulièrement graves pour sa santé, physique ou psychique. Il faut réunir des preuves aussi de mise en état de suggestion avant. Oui, ou simplement d'obéissance à des injonctions comme ça. C'est-à-dire que il y a des gens qui font de la publicité que ce soit sur les réseaux sociaux ou par le moyen de tracts ou en disant arrêtez tel traitement parce qu'ils sont dangereux, parce qu'ils ont on en voit sur Facebook, hein, je cite de mémoire même les anticholestérol, trop toxiques, etc. Arrêter et remplacer-les par des plantes. Je veux dire, on le voit sur Facebook par des organismes. Actuellement, on accepte, par exemple, dans les hôpitaux, en particulier dans les services de cancérologie, on va accepter des thérapies qui sont pas forcément validées scientifiquement comme soins de support, à condition que justement elles s'ajoutent aux thérapies officiellement reconnues et pas qu'elles se substituent. Donc, il y a des thérapeutes comme ça, il y en a plein, hein, qui peuvent être acceptés, mais dans un cadre bien surveillé et en précisant bien aux gens que ça ne doit pas se substituer. Une autre chose, on a eu des problèmes, et personnellement, moi j'ai eu des problèmes avec un médecin qui était scientologue et qui exerçait dans les Bouches-du-Rhône d'ailleurs, et qui a été interdit parce que, en particulier, il supprimait tous les traitements psychiatriques. Moi j'ai eu le problème parce que quand il arrivait chez les gens en urgence, il déchirait mes ordonnances, ce qui est même pas mal, quoi, comme chose. Donc là aussi, ça va être le témoignage des patients qui fera foi. Après, c'est aussi une question de la preuve qui n'est pas forcément évidente. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et pour peut-être, il y avait une critique majeure, on va dire, de cet nouvel article. Alors, pour retracer un peu l'historique, c'est l'un des articles qui a été le plus débattu lors des débats parlementaires et qui est passé au filtre du Conseil constitutionnel, qui a considéré qu'effectivement, cet article était en fait suffisamment détaillé pour être tout à fait licite, en fin de compte. Il y avait une critique, on va dire, qui est apparue dès le début des débats, c'était que cet article en fin de compte, il crée une espèce de censure envers certaines personnes qui proposaient ou qui faisaient l'apologie ou qui promevaient, on va dire, des traitements alternatifs. Donc, en fin de compte, on disait que cet article enfin, était contre les lanceurs d'alerte de la santé, puisqu'effectivement, il y a des vraies affaires, hein, comme le Mediator, etc., où il y a eu des vrais problèmes sur les médicaments. Sauf que, alors là, ce qu'on pourrait répondre à cette critique, c'est que cet article, en fin de compte, il n'a pas du tout pour vocation de restreindre la liberté d'expression. Donc, Là-dessus, effectivement, on n'est pas du tout dans le même. l'état de suggestion, il est pas imposé hein, par cet article, Mhm. justement. Oui, oui, tout à fait. De pression et Et de mon manœuvre. avis juridique, sans couper Oui. Emmanuel, c'est que vraiment, il est beaucoup mieux rédigé. Je comprends qu'il soit passé devant le Conseil constitutionnel, mais il est même mieux rédigé que l'article qu'on a vu précédemment. Il ne Mhm. nécessite pas la question de la suggestion qui est beaucoup plus vague. Là, je trouve qu'il est très détaillé, hein. Oui, puis il n'empêche pas la liberté d'une personne Voilà, tout à d'aller fait. se soigner d'une façon complètement
Tout non à fait. Même, validés par la science. il y a un, Ce qui l'empêche, il c'est y la a un alinéa publicité. sur la question des lanceurs d'alerte, parce que c'est ce que tu évoquais, Emmanuel. Vraiment, cette situation, elle a été prévue. C'est pas de dire aux gens, lorsqu'il y a un traitement qui est néfaste, vous ne pouvez pas le signaler. Ce qui serait problématique dans la liberté d'expression et notamment la lutte contre certains lobbies pharmaceutiques. Mais en fait, cette éventualité, elle est vraiment explicitement prévue par le texte. Et comme tu le disais, Emmanuel, c'est des pressions. Là, on parle de pression, on parle de connaissances médicales. Moi, je trouve aussi que le second alinéa qui évoque, voilà, c'est des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique, alors qu'il est manifeste dans l'état des connaissances médicales que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature entraînée à une mutilation ou une infirmité permanente. Cet alinéa, il est considérablement important dans l'état du droit français parce que là, si j'étais plus réservé sur l'article qu'on a vu précédemment, en disant qu'il y a quelques améliorations, mais globalement, c'est à peu près ce qui était fait avant. Ça, c'était quelque chose qui était complètement ignoré de la loi pénale française. Et ça permet dans des situations, notamment pour citer un exemple assez célèbre, mais lorsque vous dites à des personnes, notamment par les moyens des réseaux sociaux, arrêtez votre traitement chimiothérapie et faites-vous du jus de concombre et pressez-vous des carottes. En l'état des connaissances médicales françaises, voilà, aujourd'hui, vous tomberez sous le coup de cette loi, parce que vous allez avoir des conséquences qui sont par moments irrémédiables, malheureusement, sur la santé des personnes. Cet article, en fait, il vise à condamner ceux qui promeuvent le message, en fin de compte, ceux qui sont Oui, l'émetteur du message. Mais il c'est vise ça, en aucun cas à incriminer les personnes qui refusent, alors de manière consciente ou pas, on va dire, tout à les fait. traitements. Donc, les personnes sont quand même libres, si vous voulez, d'abandonner leur chimiothérapie pour boire du jus de concombre, etc. Tout à En fait. revanche, celui qui promeut le jus de concombre en lui donnant des vertus qu'il n'a pas, là, par contre, il y aura un véritable problème et il tombera sous éventuellement le coup de la loi. Et alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cet article, il se recoupe d'une certaine manière avec d'autres articles du Code de la santé publique qui sont l'exercice légal de la médecine, des sages-femmes, de dentistes, etc. Donc, en fait, juste pour faire une brève aparté, hein, le fait de proposer, enfin de réaliser un diagnostic ou de proposer un traitement à quelqu'un sans avoir le titre de médecin, c'est l'exercice légal de la médecine. Et donc c'est puni par la loi en fin de compte. Dans le code de déontologie médicale, donc qui s'adresse aux médecins, le médecin n'a pas le droit de faire la promotion d'un traitement qui n'est pas validé par les données actuelles de la science. C'est quelque chose qui est dans le code de déontologie. Même donc pour les médecins. Déontologique, il est pas invocable devant les juridictions correctionnelles. Donc là, ce qui est salutaire avec cet article, c'est qu'il y a les deux textes s'alignent désormais. Vous avez, quand vous respectez plus quand un médecin ne respecte pas le code de déontologie, il encourt des sanctions disciplinaires, mais également désormais des sanctions pénales. Et c'est une bonne chose. Mais cet article, d'ailleurs, il s'adresse aux médecins, on l'a évoqué, mais il s'adresse aux prétendus guérisseurs et sous toutes les formes, hein, d'ailleurs, hein, que ce soit des coachs de vie, voilà, les formes les nouvelles formes de dérives sectaires qu'on observe aujourd'hui. Moi, j'apprécie vraiment la rédaction, je leur dis une dernière fois, mais le dernier alinéa, il évoque spécifiquement le fait de faire de la promotion de ces traitements alternatifs sur Internet. C'est exactement les situations, enfin, c'est vraiment le gros des situations qu'on voit aujourd'hui en France. Et comme l'a dit Emmanuel, il y a également un alinéa qui est prévu pour que on exclue voilà, les personnes qui consciemment acceptent de se remettre à la lithothérapie ou d'autres médecines alternatives, elles ne sont pas poursuivies par cet article et c'est normal. Ce qui est nécessaire, c'est qu'en revanche, elles aient accès à l'information fiable, l'information la plus honnête pour voilà, qu'elles puissent avoir un choix éclairé. Et encore une fois, oui, pour refaire une aparté, on a aussi, enfin ça se recoupe notamment avec d'autres infractions. Alors on a notamment les infractions du Code de la consommation qui visent à punir en fin de compte la promotion ou faire la promotion de produits trompeurs ou de présenter des caractéristiques d'un produit qu'il n'a pas. Alors, ça peut être par exemple un caillou qui est prétendument un remède contre le cancer. Ça peut aussi tomber sous le coup du Code de la consommation qui nous dit que on prête au caillou des vertus qu'il n'a pas. Donc, c'est aussi une incrimination qui se recoupe du coup avec celle-ci. Et puis, il y a différents degrés de vertus qui sont attribués au pseudo-traitement, parce que effectivement, dans la situation que tu évoques, si c'est un caillou qui vous permet, voilà, vous renforce, c'est pas, améliore votre sommeil, votre bien-être, etc.,
Peut-être que ça peut tomber sous l'incrimination du code de la consommation parce que c'est des pratiques un peu trompeuses, un peu déloyales, effectivement. Mais lorsque on dit ce caillou, arrêtez votre traitement au cancer parce que ce caillou, il va vous sauver la vie, là, c'est beaucoup plus grave et ça tombera sous les textes qui sont spécifiquement évoqués dans le code pénal et dont les peines sont bien supérieures. Je ne sais pas si la nouvelle loi va améliorer les choses, mais jusqu'à présent, quand on faisait des signalements au procureur, on avait des fins de non-recevoir hein, au niveau des pratiques non validées et enfin en tout cas dans le Vaucluse. Et je sais que dans les autres ordres, on a ce genre de retour aussi. Apparemment, ça intéressait pas tellement les juges l'exercice illégal de la médecine, hein. Mais, C'est mais quelque là, on a chose. quelque chose de nouveau, parce Oui. qu'on est très précis. On dit que ces pressions et manœuvres pourront en revanche être constituées par le fait de citer, alors là c'est très important, de fausses études médicales ou encore des études invérifiables ou tronquées. Invérifiable. Oui. Et alors, dans le champ, par exemple, de maladies sérieuses, hein, comme le cancer et voilà, la psychiatrie, hein. Mais quand même, je trouve que c'est très précis. C'est vrai. Ça nous donne quand même là des moyens de concrétiser, hein, de caractériser les fameuses pressions. Là, c'est du concret. Si Alors quelque après, chose là, c'est une peut mettre- circulaire, Didier. Donc, ouais. Oui, c'est la Non, mais enfin, circulaire, il y mais a Après, effectivement, le texte de loi du code pénal est un peu plus flou puisqu'il nous dit en l'état des connaissances médicales, en fin de compte. Mais oui, là, d'accord. Oui, ce dont on affiche à l'écran, effectivement, c'est en fin de compte, c'est le faisceau d'indices qui va permettre de caractériser ou D'accord. pas, enfin que l'état des connaissances médicales est fiable, etc. mais l'état des connaissances médicales, forcément, est évolutif. Oui, il est mouvant, oui. Il sera pas le même dans 5 ou 10 ans Oui. par rapport à beaucoup de choses, hein. mais j'entendais sur la pratique des parquetiers. Moi, je n'en fais pas partie. Je ne peux pas vous dire comment ils vont réagir demain avec cette nouvelle loi. Moi, cette nouvelle loi, concrètement, elle leur donne pas d'obligations particulières. Elle ne va pas changer leur pratique, ça c'est certain. En revanche, c'est quand même, ça a fait l'actualité. Il y a des Mm. nouvelles mesures de politique pénale. C'est revenu au centre de la politique pénale. C'est plus une discipline qui est un peu mise de côté. Donc, je pense que ça a donné un regain d'intérêt pour des parquetiers qui sont intéressés. Je pense que dans des grosses juridictions, il est fort probable que vous ayez des formations pour certains membres du parquet, qu'il y ait des sections qui soient spécialisées dans ces domaines-là. Ce ne sera pas dans toutes les juridictions, mais au moins dans les grosses. On l'espère en tout cas. Voilà, la focale a été remise sur les dérives sectaires, que les parquetiers vont prendre avec sérieux les plaintes qui sont adressées par l'ordre des médecins. Alors, il y a encore une autre disposition à l'égard des médecins hein, ou des professionnels de santé qui peuvent, dans certaines conditions, être déliés du secret professionnel justement pour faire un signalement au procureur. On en a surtout parlé dans le problème des abus sexuels, moins dans le problème de la suggestion de l'ordre un peu sectaire. Ben, l'idée, c'était que la suppression du secret médical était nécessaire chez les enfants. Quand il y avait suspicion de maltraitance, le médecin avait le devoir de faire des informations préoccupantes ou de prévenir le procureur. Et maintenant, quand il y a des problèmes de risque de violence au niveau des violences faites aux femmes, le devoir du médecin, c'est d'en parler avec la femme, c'est de l'inciter à porter plainte voilà, et à prendre en charge. Et si le médecin estime qu'il y a justement une emprise et que la femme est en danger psychologiquement parce qu'elle ne peut pas réagir, il a la possibilité, ça n'est pas une obligation, il a la possibilité de faire une déclaration au procureur et donc de sortir du secret médical. Et toute la difficulté, justement, est d'évaluer cette suggestion, d'évaluer cette emprise. Et il a le devoir d'en avertir. Si par exemple la patiente ne veut pas porter plainte et qu'il estime que c'est nécessaire, donc il va écrire au procureur et il a le devoir d'en informer la patiente, d'informer la personne. Et on est souvent sollicité par les médecins qui ont des doutes, qui nous disent alors qu'est-ce que je fais? C'est pour ça qu'on leur a prévu un arbre décisionnel avec certains critères, comme le fait d'excuser systématiquement le conjoint en cas de violence, de dire qu'il va s'en sortir, que c'est pas grave, etc. Enfin, il y a tout un arbre décisionnel comme ça, mais c'est vrai que là, toute la difficulté, elle est là. Quelquefois, c'est évident, et quand la personne en question veut partir, décrit vraiment
Enfin, c'est plus simple. Mm. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, enfin, j'en ai pas entendu parler, moi, par rapport au problème des dérives sectaires et de la suggestion. Autant l'ordre national a parlé de ce problème des dérives sectaires, mais le fait du secret médical dans ce domaine n'a pas, enfin, j'ai pas eu l'information que c'était, qu'on pouvait s'en sortir dans ces situations-là. Ben là, il semblerait En fait, que cette juridiquement, loi le prévoit. Il semblerait que ça le prévoit. Ouais, ouais. bah, en fait, si vous voulez, juridiquement, enfin, pour reprendre le cadre général, en fait, c'est le code pénal, il condamne tout médecin qui va trahir le secret médical, en fin de compte. Ça, c'est un article qui est l'article 226-13. Et C'est par une loi. contre, le code pénal, dans le même temps, il va encadrer ce secret. Donc, il va nous dire que le médecin peut trahir le secret dans certains cas. Donc, ça va être par exemple si le médecin est au courant, on va dire, de sévices, de maltraitance, etc., à De l'égard d'un danger. mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, etc., si vous voulez. Alors, la différence avec... alors, ça, c'est la dérogation majeure, on va dire. Après, il y a plusieurs cas de dérogation et il y a notamment donc, celle qui a été introduite par cette nouvelle loi qui permet donc au médecin de trahir, en fin de compte, le secret médical et d'avertir le procureur de la République, mais seulement si il a l'accord de la victime. En fait, ce qui n'est pas forcément le cas avec les mineurs. Quand il y a un mineur qui est en danger, il a l'obligation de le faire. En fait. Oui, Sauf que là, pour les dérives sectaires, il faut l'accord de la victime. En il fait, faut c'est un peu l'accord de la la... vie. Hmm. Alors, malgré tout, là, je vois dans la circulaire que, en cas d'impossibilité d'obtenir l'accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doivent l'informer du signalement fait au procureur de la République. Donc, il semblerait que le médecin peut faire le signalement au procureur malgré qu'il n'ait pas eu l'accord de la victime. Dans le cas des violences faites aux femmes, c'est la notion qu'on a. Et là, il Mm. semblerait Et que là, pour les dérives sectaires, enfin la mise en état de Mm. suggestion, ce soit le cas aussi. ça sera le cas aussi. Mhm. Et si vous le voulez Mm. bien, on va finir par un dernier petit morceau hein, de la circulaire qui parle de cette loi. Donc je le lis. Par ailleurs, les parquets auront désormais l'obligation d'informer, s'agissant de toutes les infractions mentionnées à l'article 217 hein, du Code de procédure pénale, les ordres, donc il s'agissait donc du secret médical, hein, les ordres professionnels de santé, du placement sous contrôle judiciaire des personnes relevant de ces ordres et des condamnations, même non définitives, prononcées à leur encontre. Alors ça, c'est pas nouveau, hein. Ah d'accord, Enfin, moi, nous, on avait déjà depuis longtemps la notion que les parquets devaient nous informer et ils ne le font pas. d'accord, On a des choses qu'on a appris par le journal, par exemple, qu'un médecin a été condamné à 1 an de prison avec sursis parce qu'il avait commis des violences sur son épouse, et on l'a appris par la presse. Et les parquets, ils sont peut-être débordés, hein, j'en sais aussi. rien, mais ils ne nous informent pas jamais des sanctions pénales ou civiles contre les médecins. Ah, On, on le demande, mais on ne l'obtient pas, ça. parce que c'est là le problème, hein, il ne s'agit pas que ce soit écrit sur le papier, il faut que ce soit fait en réalité. Oui, parce que si nous, on n'est pas au courant, on ne peut pas induire des plaintes ordinales. C'est ça. On est dans une... Mais juste voulais, j'en profite, j'embraye parce que et souligner l'article 217 du Code de procédure pénale dont on peut dire plus de choses. Parce que là, il est cité que par référence sur l'information des ordres, mais l'article 217, il a été modifié également par cette loi et c'est intéressant pour les associations puisque l'article 2 et suivant, hein, donc tous les tirets, c'est la capacité pour les associations à se constituer partie civile devant une juridiction correctionnelle ou criminelle. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a une extension de la possibilité des associations de se constituer partie civile devant les juridictions. Déjà, maintenant, il y a un texte qui est mieux écrit là-dessus, mais également parce que il y a un changement. Avant, il fallait que l'association soit reconnue d'utilité publique et désormais, il faut simplement c'est un grand mot, mais il faut désormais qu'elle ait un agrément pour pouvoir le faire. Agrément qui est évidemment bien plus facile à obtenir. Et c'est pas un changement anodin pour toutes les associations qui ont vocation à lutter contre les dérives sectaires, parce que se constituer partie civile dans un dossier, c'est très important à plusieurs points. Déjà, c'est un accès au dossier. Deuxièmement, c'est la possibilité de plaider au tribunal, donc d'avoir un conseil qui va plaider la cause, et c'est important dans des dossiers où il est important que l'association remette un contexte, explique ce qu'est les dérives sectaires par moment à un juge correctionnel qui n'a pas forcément ces connaissances-là, qui n'a pas cette formation-là. Donc le rôle des associations, il est aussi de parler devant les tribunaux, de parler directement aux magistrats, de revenir sur les éléments qui ont pu être dits pendant l'audience
des éléments d'enquête et de dire, voilà, la conception aujourd'hui des dérives sectaires, c'est ceci, les nouveautés, voilà, nous on lutte contre ça, et c'est important à l'audience même de pouvoir informer le juge. Ce qui aura sans doute un impact, en tout cas, pour volonté d'avoir des effets sur la décision qui sera rendue. Et puis, une question qui est beaucoup plus concrète, c'est que, en fait, si vous êtes partie civile également, vous pouvez demander des dommages à intérêts pour l'association. Et donc, ça permet à des associations qui auront la volonté d'avoir une vocation, un volet plus contentieux, de ne pas laisser passer ces dérives sectaires, d'agir devant les tribunaux et de se financer nécessairement, parce que ça, c'est engager des coûts humains, c'est engager des coûts financiers, d'aller devant les tribunaux et de préparer un dossier. Et donc, ça va leur permettre voilà, d'avoir un financement pour exercer les recours qui sont utiles et qui sont nécessaires. On attend les agréments. C'est toujours difficile d'obtenir un agrément, mais Ouais. la reconnaissance d'utilité publique, elle est presque impossible à obtenir. Donc, il y a quand même une extension qu'il faut saluer. Alors, au final, qu'est-ce que vous conseilleriez? Alors, c'est un peu par rapport aux personnes qui s'adressent à nous. La plupart du temps, ce sont la famille, les proches, conjoints, etc. Hein, ou parents ou enfants, pour leurs parents, mais plus souvent les parents, qui constatent hein, que leur proche est sous emprise, nuit à ses propres intérêts à cause de cette emprise, de cet assujettissement, hein, cette mise en état de suggestion, que ça provoque parfois des divorces, des problèmes pour les enfants, la garde des enfants, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller par rapport à cette loi? Après, bon, c'est vrai, il y a quelques ex-adeptes qui viennent nous voir et qui pourront aussi utiliser cette loi, peut-être. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Oui, peut-être juste pour faire une petite aparté aussi sur. Alors, on n'a pas évidemment pas lu toute la loi, hein, les plus denses que les quelques articles qu'on a commentés. Mais il y a aussi quelques dispositions qui sont assez importantes qui font, enfin, qui sont en fin de compte la conséquence, entre autres, du Covid-19 et des mutations, on va dire, des phénomènes d'emprise. C'est que, par exemple, pour les infractions d'exercice légal de la médecine, de dentiste, de sage-femme, etc., les peines sont quand même considérablement alourdies lorsque ces infractions ont lieu en ligne. Et c'est le cas pour un certain nombre d'infractions, et ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc c'est cette loi, en fin de compte, qui a créé ces circonstances aggravantes pour plusieurs délits. Et alors, de manière générale, pour répondre à ta question, Didier, alors c'est sous réserve de l'avis de Vincent, évidemment, mais c'est quand on soupçonne, alors quand nous, j'ai l'impression quand même plus à faire, enfin, moi, en tant que personne qui tient un permanent juridique, j'ai quand même plus affaire aux parents des victimes ou à leurs proches conjoints, ex-conjoints, etc. Dans ces cas-là, ce qu'on leur conseille quand même majoritairement, c'est de garder tous les éléments de preuve, donc de garder les mails, les SMS, etc. et de d'éviter tout contact qui soit purement oral ou téléphonique et qui ait ensuite aucune trace, parce que c'est ces éléments-là qui vont permettre de nourrir le dossier qui va ensuite être potentiellement jugé, en fait. Et aussi, alors c'est bon, alors c'est un peu en dehors du cadre de la loi, mais c'est de préserver sa santé mentale quand on est victime ou proche de victime. Parce que dans ces cas-là, on a tendance aussi, alors c'est un réflexe naturel, mais à paniquer. Et donc c'est à ce moment-là qu'on fait n'importe quoi, en fin de compte. Donc c'est bien de prendre la tâche aussi avec un psychologue, avec des associations, etc., pour avoir une aide un peu plus extérieure et plus rationnelle. Et Très ce qu'on bien. conseille aussi, c'est surtout de garder le contact avec la personne qui est sous emprise au maximum. Alors, comme vous dites, si possible, en gardant les écrits, tout ça, ou en enregistrant, etc. Mais surtout, garder le contact au maximum pour que la personne sente qu'elle n'a pas que la secte comme soutien, mais qu'elle a encore sa famille ou ses proches qui la soutiennent quoi qu'il arrive. Et ce qui est le plus Et difficile, hein, évidemment, comme tu l'as dit, Emmanuel aussi, c'est que ça affecte les proches. Les proches ont le syndrome de l'accompagnant et de souffrir également voilà, de dépression et de se dire ils se sentent aussi, ils manquent de soutien et c'est une situation qui les écrase, qui les oppresse. Donc c'est difficile. On a conscience que ces conseils, ils sont difficiles à appliquer, mais dans la mesure du possible, il faut essayer de maintenir le lien. Parce que sinon, une fois que le lien il est rompu, il est très difficile de le remettre en place et c'est une perte aussi de visibilité sur ce qui se passe pour le proche. Et préconstituer des preuves, c'est très important. Là, je le dirais en tant qu'avocat. Aussi, psychologiquement, c'est par moment ne pas mettre ça en principale priorité parce que si vous préconstituez des preuves, ça implique de voler le téléphone de la personne devant elle, de rentrer dans une situation de conflit qui est extrêmement compliquée, faire en sorte de manager tous les intérêts
voilà, pour pas créer de rupture. Et c'est le plus difficile. Alors, ce que je pourrais proposer à ceux qui auront regardé cette vidéo, c'est que s'ils veulent en savoir plus, qu'ils n'hésitent pas donc à contacter la permanence juridique du GEMPI qui est tenue par Emmanuel ici présent. Et donc, vous la voyez ça apparaître à l'écran. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez lui soumettre votre problématique ou poser des questions sur cette nouvelle loi pour savoir comment la mettre en œuvre, si vous êtes concerné ou pas. Et puis aussi pour les autres aspects, notamment le soutien psychologique, je vous conseille d'aller sur la page contact du site du GEMPI, hein, gempi.org, parce que vous y trouverez différents services, notamment une aide psychologique, l'aide à la constitution d'un dossier de preuve, hein, grâce au RAMEV. Enfin, voilà, il y a plusieurs outils qui vous sont proposés pour vous aider dans une problématique sectaire. Merci pour votre attention. Juste un mot pour dire que si par hasard cette vidéo est vue également par des confrères, que le conseil il s'applique également à vous. Moi, je fais du pénal tous les jours. Enfin, c'est le cœur de mon activité. C'est moi quand j'ai dans certaines situations, je n'ai pas la connaissance parfaite de certaines dérives sectaires, de certaines nouveautés, de certaines nouvelles mouvances, et donc je me tourne évidemment vers Emmanuel pour lui demander, voilà, pour avoir plus d'informations. Donc c'est important aussi ce lien de comprendre que quand on est auxiliaire de justice, on a aussi par moments besoin d'avoir plus d'informations, et donc de se retourner vers le secteur associatif pour travailler ensemble et essayer de trouver la meilleure solution pour avancer. Et ça s'applique, moi je l'ai dit, vraiment pour les avocats pénalistes, mais ça s'applique également aux avocats en droit de la famille qui ont vocation à intervenir également dans ce type de contentieux. Il est nécessaire dans certaines situations de comprendre de quoi il s'agit concrètement et pour ça, contacter le Jumpy. Je voulais rajouter aussi par rapport au soutien des proches ou de la famille, gérer la culpabilité, parce que surtout quand ce sont des parents qui parlent de leurs enfants ou de leurs proches, il y a souvent cette notion de quelle est ma responsabilité, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je devrais faire. Et ça, je crois que c'est très important de les aider à gérer cette chose-là. Merci à vous tous pour ce temps consacré à cette cause. Et puis, donc, n'hésitez pas donc à contacter le GEMPI qui vous mettra en contact avec chacun des intervenants en fonction des questions que vous aurez.